Bonjour et bienvenue dans le journal anti-Guyane de ce lundi 15 mars 2010. En Guadeloupe, Victorin Lurel a balayé ses adversaires dimanche soir à l'occasion du premier tour des élections régionales. Le président sortant a été réélu en récoltant 56,51% des suffrages. En Martinique, le verdict des urnes est tombé. Le choc attendu entre Serge Letchimy et Alfred Marie-Jeanne aura bien lieu. André Le Sueur a lui aussi tiré son épingle du jeu. Il participera donc à la triangulaire du second tour des élections. En Guyane, Rodolphe Alexandre et Christiane Taubira se retrouveront pour un deuxième tour. Le maire de Cayenne devance la députée du Walloiri de près de 18 points. Historique, c'est en ces termes que Victorin Lurel a réagi à chaud hier soir après son large succès au premier tour des élections régionales. Pour la première fois dans l'histoire des régions, le président sortant a été réélu dès le premier tour avec 56,51% des suffrages exprimés. Une immense satisfaction pour celui qui entend prôner la stabilité et le rassemblement durant son second mandat, Victorin Lurel. Une prise de conscience s'est faite, une urgence s'est imposée et donc les gens ont voulu conclure pour éviter un mauvais scénario au second tour, des coalitions contre nature, des alliances un peu bizarroïdes. Bon, donc j'en prends acte et j'en suis fort heureux. Exit le traditionnel second tour avec 78 261 voix récoltées. Victorin Lurel a balayé ses principaux adversaires. Bien loin du candidat socialiste, Blaise Aldo et sa majorité présidentielle n'a obtenu que 19 405 voix, soit 14,01% des suffrages, alors qu'Éric Jalton et ses 17 175 voix ne totalisent que 12,40% des votes. Résultat des élections régionales en Martinique, au final, 3 candidats et leurs colistiers sont en position de se maintenir au deuxième tour en ayant dépassé la barre des 10%. Serge Letchimy du Parti progressiste martiniquais avec 51 793 voix remporte 40% des suffrages. Alfred Marie-Jeanne du mouvement indépendantiste martiniquais en obtient 32%, soit 41 632 votes en sa faveur. Et André Le Sueur des forces martiniquaises de progrès avec tout juste 10,5% des suffrages. Une seule liste obtient la possibilité de fusionner avec une autre admise au second tour, c'est celle de Madeleine de Grosmaison du Rassemblement démocratique martiniquais. Avec 6,86%, elle pourrait se prononcer sur son attitude en vue du prochain tour dans les heures qui viennent. Si on ne sait encore pour l'heure quelle sera la stratégie des 3 listes admises au tour de dimanche prochain, il est déjà clairement établi qu'elle n'optera pas pour la voie de la liste du PPM, tant la campagne a démontré la distance qui existait entre ces deux formations. Le mouvement indépendantiste martiniquais accepterait-il alors d'ouvrir sa liste à la candidate du RDM? Rien n'en est moins sûr et certains observateurs s'accordent à dire que la campagne n'a débuté réellement que ce lundi. Rodolphe Alexandre est en tête de ce premier tour des élections régionales. Avec 40,41% des voix, il va falloir encore batailler au deuxième tour. Bien, le mot d'ordre est le même, c'est la mobilisation, c'est retourner sur le terrain, aller expliquer à la population l'enjeu de la campagne, l'intérêt qu'il y a maintenant pour que ceux qui avaient combattu le Front 74, ceux qui s'étaient prononcés pour la collectivité unique, donc Guyane 73, mais maintenant qu'elle ait une large majorité au sein du Conseil régional, pour que nous ayons véritablement une légitimité pour négocier avec l'État, pour mettre en place le cadre normatif de la collectivité unique et puis surtout pour bâtir ce plan d'investissement que nous avons présenté à la population. La liste conduite par Christiane Taubira obtient 22,97% des voix. C'est la seule à pouvoir rivaliser face à la liste menée par Rodolphe Alexandre. Maintenant, évidemment, pour ce second tour, nous allons tenir compte des choix des électeurs. Ils ont souhaité qu'un certain nombre de listes soient en mesure de fusionner. Nous allons tenir compte de cela, mais je ne parle pas d'alliance. Et ça n'est pas seulement une précision de vocabulaire, une coquetterie sémantique. C'est vraiment justement dans la logique de l'urgence morale dont je parle. Cette urgence morale qui nécessite qu'on dise très clairement ce qu'on fait et comment on le fait. Donc pour nous, nous avons déjà commencé des discussions autour du programme, autour d'axes majeurs. Nous le faisons dans la transparence et nous serons en mesure de l'expliquer. Donc il s'agira de rassembler des forces nouvelles autour de notre projet territorial. Il s'agira d'apporter des forces supplémentaires à notre programme, mais il ne s'agira pas d'alliance parce que ce ne seront pas des tractations.
Face à une situation humainement dramatique qui empire de jour en jour, le personnel de l'ASFO tire la sonnette d'alarme. Cela fait maintenant près de 7 mois que les employés du centre de formation interprofessionnelle ne sont plus payés par leur direction. Le protocole d'accord signé le 1er septembre 2009 à l'issue de 4 mois et demi de grève n'aurait toujours pas été honoré par la directrice de l'établissement Maryse Mayeko. On écoute le délégué du personnel Jean-Marc Hérault. On est toujours en attente qu'on nous donne soit du travail, soit qu'on veuille bien nous libérer de notre contrat. C'est-à-dire que depuis le 15 décembre, nous avons demandé la rupture conventionnelle. Nous sommes toujours en attente de nos documents pour avancer sur cette démarche. Pour l'heure, l'ASFO a été délocalisé. Ses anciens locaux sont littéralement laissés à l'abandon, à l'instar du personnel qui réclame enfin le versement de ses salaires et globalement le respect du droit du travail. Les familles des victimes du crash aérien survenu au Venezuela en 2005 se sont retrouvées ce week-end afin d'entendre les nouveaux éléments livrés par leurs avocats. La défense représentée par le cabinet Martin Chicot revient d'un séjour aux États-Unis où les investigations permettent de montrer qu'un transporteur aérien aurait coordonné l'organisation de ce voyage dans la plus grande illégalité avant d'engager les tours opérateurs antillais à l'origine du séjour. En clair, une sombre affaire d'escroquerie et d'argent pourrait avoir engendré des manquements dans le circuit de préparation du voyage au Panama. Les 600 parents de victimes que représentent les avocats présents ce week-end devraient suivre leurs conseils et attendre les suites judiciaires espérées désormais aux États-Unis. C'est donc la justice américaine qui devrait prendre en charge le dossier et non les autorités judiciaires françaises, comme le préconisent certains avocats. Le 16 août 2005, 152 Martiniquais avaient péri à bord d'un avion de la West Caribbean au nord du Venezuela, alors qu'ils revenaient d'un séjour organisé au Panama.